sur l'usage de l'aéroport de Goma. Si c'était moi, laissez-moi vous raconter une histoire. Si j'étais celui qui contrôlait Goma et que vous veniez dire « je veux utiliser Goma », je dirais très bien, mais voici les conditions. Goma fait partie des problèmes auxquels je suis confronté avec le gouvernement et maintenant c'est entre mes mains. Je ne vous le donnerai pas tant que vous ne me montrerez pas en parallèle comment vous résolvez mes problèmes. Vous voulez Goma, vous voulez Kavumu ou Bukavu ou vous voulez tout le Congo. Très bien, je n'ai aucun problème avec ça. Cela ne viendra qu'en résolvant mes problèmes. Je ne peux demander la paix à personne comme une faveur qu'il me ferait. Mais si vous ne me donnez pas mon droit, alors cela signifie un combat. Nous nous battrons sans aucun doute. Goma fait partie des problèmes que nous avons dans l'est du Congo. Le Rwanda se positionne comme hub technologique africain avec des investissements massifs dans la fibre optique et les drones. Comment un pays aussi dynamique peut-il simultanément se présenter comme victime menacée dans son existence par une milice de 500 à 1000 combattants cachés dans les forêts congolaises? Cette incohérence révèle l'instrumentalisation de la posture victimaire à des fins géopolitiques. La déclaration de Kagame sur le combat inévitable mérite une attention particulière. Je cite à nouveau. Si vous ne me donnez pas mon droit, alors cela signifie un combat. Nous nous battrons sans aucun doute. Cette formulation présente la guerre comme conséquence inévitable du refus de l'autre de satisfaire les exigences rwandaises. La responsabilité du conflit est ainsi transférée sur ceux qui refusent les demandes plutôt que sur celui qui déclenche les hostilités. Cette logique justifie par avance toute escalade militaire. Si le Rwanda intensifie son intervention en RDC, ce sera présenté comme résultat du refus congolais de neutraliser les FDLR. Si le M23 s'empare de nouvelles villes, ce sera attribué à l'obstination de Kinshasa. La responsabilité de Kigali dans le déclenchement et la poursuite du conflit disparaît derrière l'accusation contre la RDC de ne pas satisfaire les exigences sécuritaires rwandaises. Les droits dont parle Kagame ne sont jamais précisément définis. Quel est exactement ce droit que le Rwanda réclame? Le droit de sécuriser sa frontière orientale? Ce droit existe et peut être exercé sur le territoire rwandais via des mesures de surveillance et de contrôle frontalier. Le droit de neutraliser les FDLR? Ce droit n'existe pas en droit international. Aucun pays ne peut militairement intervenir dans un pays voisin pour y neutraliser un groupe armé. Le droit que Kagame réclame implicitement est celui de redessiner la géopolitique de l'Est congolais selon les intérêts rwandais. Ce droit-là n'existe dans aucun traité, aucune convention, aucun usage international. C'est le droit du plus fort, la loi de la jungle, que les institutions internationales ont été créées pour justement empêcher. La posture victimaire du Rwanda contraste radicalement avec la situation vécue par les populations civiles congolaises de l'Est. Les 7 millions de déplacés internes, documentés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sont les vraies victimes de ce conflit. Les femmes violées systématiquement lors des offensives militaires sont les vraies victimes. Les enfants recrutés de force par les groupes armés sont les vraies victimes. Les familles fuyant les bombardements sont les vraies victimes. Kagame ne mentionne jamais ces victimes congolaises dans sa conférence de presse. Leur souffrance n'apparaît que comme élément de la campagne de propagande occidentale contre le Rwanda. Je cite, « Parler de crise humanitaire, oui, il y a de la souffrance, mais en réalité, il semble qu'il y avait plus de souffrance avant la crise actuelle. » Cette minimisation cynique de la plus grande crise humanitaire africaine actuelle révèle l'absence totale d'empathie pour les populations civiles congolaises. La posture victimaire de Kagame sert donc à inverser la réalité. Le Rwanda agresseur devient Rwanda victime. La RDC victime devient RDC obstiné, refusant de répondre aux demandes légitimes de son voisin. Les civils congolais victimes disparaissent du narratif ou deviennent dommages collatéraux d'une guerre juste menée par le Rwanda pour sa survie.
nous arrivons au terme de cette plongée dans la pensée stratégique de Paul Kagame, telle qu'exprimée le 27 novembre 2025. Les 6 sections de cette investigation ont systématiquement confronté les affirmations du président rwandais aux faits vérifiables. Le constat est sans appel. Le discours de Kagame repose sur une construction rhétorique sophistiquée visant à justifier l'injustifiable. L'occupation militaire rwandaise du Nord Kivu et du Sud Kivu ne répond pas à une menace existentielle des FDLR. Elle vise des objectifs géopolitiques et économiques précis, contrôle des zones minières stratégiques, restructuration de l'Est congolais selon les intérêts rwandais, affaiblissement du gouvernement central congolais, création d'une zone tampon ou d'une entité autonome favorable à Kigali. Les engagements de Washington du 27 juin 2025 n'ont pas été respectés par le Rwanda. Le délai de 90 jours pour le retrait des forces rwandaises a expiré sans qu'un seul soldat ne quitte le territoire congolais. Kagame accuse Kinshasa de bloquer le processus, alors que la RDC a rempli ses engagements en appelant publiquement les FDLR à se rendre. La menace FDLR est réelle historiquement, mais ne justifie pas le déploiement de milliers de soldats rwandais occupant les capitales provinciales congolaises. Les effectifs FDLR, estimés entre 500 et 1000 combattants, ne constituent pas une menace existentielle pour un pays comme le Rwanda, disposant d'une armée de 33 000 soldats actifs et de capacités militaires régionales avérées. Les accusations contre l'Europe, et particulièrement la France, relèvent de la stratégie de diversion. Elles visent à détourner l'attention des violations actuelles du droit international commises par le Rwanda, en mobilisant le ressentiment post-colonial et la culpabilité occidentale liée au génocide de 1994. La contestation de la légitimité du président Tshisekedi constitue une ingérence majeure dans les affaires intérieures congolaises. Elle vise à préparer l'opinion à l'idée que le Rwanda pourrait négocier avec d'autres interlocuteurs que le gouvernement légitime de Kinshasa, élevant le M23 au statut d'acteur politique équivalent. La posture victimaire adoptée par Kagame sert à inverser la réalité en présentant le Rwanda agresseur comme Rwanda victime légitime défendant ses droits fondamentaux. Cette construction rhétorique occulte totalement la souffrance des 7 millions de déplacés congolais et des populations civiles victimes des violences. L'enjeu réel de cette crise n'est pas la neutralisation des FDLR, c'est la remise en cause de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par une puissance régionale cherchant à étendre son influence et contrôler des ressources stratégiques. Le Rwanda de Paul Kagame applique dans les faits une doctrine expansionniste habillée dans le langage de la légitime défense. Cette doctrine constitue une menace pour l'ensemble de la région des Grands Lacs. Si l'occupation militaire rwandaise de l'Est congolais est acceptée comme fait accompli par la communauté internationale, un précédent catastrophique sera établi. Tout pays pourra invoquer une menace sécuritaire, réelle ou fantasmée, pour justifier l'intervention militaire chez ses voisins. La paix dans l'Est de la RDC n'est pas impossible. Elle est refusée par un acteur qui bénéficie économiquement et géopolitiquement du maintien du conflit. Tant que le Rwanda pourra exporter des minerais extraits en RDC pour 2 milliards de dollars annuels, tant qu'il pourra maintenir une influence décisive sur la géopolitique congolaise, tant qu'il ne subira pas de coûts réels pour ses violations du droit international, la paix restera hors de portée. La question qui se pose maintenant au gouvernement congolais et à la communauté internationale n'est plus de savoir si le Rwanda viole le droit international. Les preuves sont accablantes et documentées par les Nations Unies, l'Union africaine, des ONG internationales et des médias indépendants. La question est de savoir quelles conséquences seront imposées à cette violation. Les sanctions européennes de 2025 constituent un premier pas insuffisant. Elles ciblent des entreprises et des individus, mais épargnent l'État rwandais et ses dirigeants.
des sanctions ciblées contre les responsables politiques et militaires rwandais impliqués dans le soutien au M23, incluant des interdictions de voyage et des gels d'avoirs, enverraient un signal politique fort. Les suspensions de l'aide au développement au Rwanda, conditionnées au respect de l'intégrité territoriale congolaise, constitueraient une mesure plus dissuasive. Le Rwanda reçoit annuellement plus de 1 milliard de dollars d'aide internationale. Une partie de cette aide finance indirectement la machine militaire rwandaise via la fongibilité budgétaire. La saisine de la Cour internationale de justice par la RDC pour violation de sa souveraineté territoriale permettrait d'établir juridiquement la responsabilité rwandaise. Un arrêt de la CIJ, même non contraignant, créerait une base légale internationale pour des mesures punitives ultérieures.